RCF. La vie est un art. Comment bien vivre sa sensibilité au quotidien quand on est souvent à fleur de peau, qu'on ressent toutes les émotions de façon intense et amplifiée, sans filtre, quand on se sent différent des autres, atypique à cause ou grâce à sa grande sensibilité. Saverio Tomasella, bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous avons déjà enregistré de belles émissions sur l'amitié et aujourd'hui, nous allons parler des personnes hypersensibles, un thème que vous connaissez bien car vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors, pourquoi vous intéresser aux personnes qui sont dotées d'une haute sensibilité ? À l'origine, ça vient d'une double formation. J'ai une formation musicale. J'ai fait le lycée musical, comme d'autres font sport-études. Ce qui fait que tous les jours, je baignais dans un environnement artistique où on faisait du théâtre, du chant, de la musique et où nos professeurs ne cessaient de nous demander de développer notre sensibilité. Et parallèlement, je vivais dans une famille qui n'aimait pas la sensibilité, avec des parents universitaires, scientifiques, très rationnels, et qui donc se méfiaient de la sensibilité ou même la rejetaient. J'étais très intrigué par cette différence entre deux mondes dans lesquels l'un valorise la sensibilité au plus haut point et l'autre s'en méfie. Ce qui fait que plus tard, quand je suis devenu psychanalyste, j'ai vraiment voulu chercher sur la sensibilité, voir à quoi elle correspondait chez l'être humain, pourquoi certaines personnes la valorisaient et d'autres pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à la sensibilité et qu'est venue la question d'une sensibilité peut-être plus élevée pour une partie de la population. Dont vous ? Je ne sais pas. Peut-être. Pour moi, la question reste ouverte. Il y a des moments où je dis « ah oui, c'est sûr, je suis hypersensible » et d'autres moments, je me reconnais pas complètement, notamment dans les définitions qu'en donne Hélène Aron. Donc je pense qu'il existe plusieurs formes de sensibilité élevée. Qu'est-ce que c'est une sensibilité élevée ? Tout simplement, c'est une sensibilité qui semble plus importante que celle de la moyenne, mais concrètement, c'est avoir des sensations très fortes, les bruits, les odeurs, les parfums, les goûts, les étiquettes qui grattent, toutes les sensations vont être accentuées, ou une de ces sensations, il y a des personnes qui supportent pas la lumière, d'autres qui ne supportent pas le bruit. Ça se situe aussi au niveau des émotions, des personnes qui vont vivre leurs émotions de façon forte, amplifiée, ou alors une variété d'émotions très grande par rapport aux émotions les plus courantes, les plus connues. On a l'impression de vivre vraiment des choses très très particulières et très fortes qui nous mobilisent. Même dans une même journée. Alors voilà, et des changements, pas forcément d'humeur, mais des changements de la vie intérieure au fil des événements de la journée, ce qui fait qu'on peut avoir vécu beaucoup de choses très différentes dans une seule journée. Cette intensité, on va dire, ça résonne d'une façon incroyable. Vous avez cité Christophe André dans un de vos livres disant que c'est la Ferrari des émotions, les hypersensibles. Est-ce que c'est dû à quelque chose de spécifique dans le cerveau ? Oui, la Ferrari des émotions, c'est sûr, c'est-à-dire un moteur très très fort au niveau de tout ce qui est sensible, c'est-à-dire les sensations, les émotions, les sentiments, les intuitions aussi. C'est possible que ça vienne de l'environnement dans lequel on grandit, c'est-à-dire que des parents artistes, même s'ils en font pas leur métier, des parents bohèmes, qui adorent la sensibilité, vont stimuler beaucoup leur enfant dès la naissance en lui demandant de vivre sa sensibilité, de l'exprimer. Mais il y a aussi des familles plus difficiles qui expriment leurs émotions de façon particulièrement caricaturale ou très forte ou très violente, qui vont induire, même dans la théâtralisation, une sensibilité supérieure à la moyenne. Et puis sinon, il y a toutes sortes d'événements de la vie, les enfants maltraités, les traumatismes, des abandons, toutes sortes de situations qui font que la sensibilité peut être exacerbée. Mais pourtant, dans une même famille, on peut voir différents enfants dont l'un est hypersensible et les autres le sont pas alors qu'ils ont vécu la même chose avec les mêmes parents, avec les mêmes familles. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors ça reste un mystère, sauf si l'enfant lui-même est le seul à avoir vécu un traumatisme important et pas ses frères et sœurs par exemple. Mais aussi parce que il y a des enfants qui vont être plus introspectifs, qui vont être plus contemplatifs et qui donc du coup vont se sentir en décalage avec le reste de la famille et ils vont développer une sensibilité différente. Le terme de décalage est très important car dans vos différents livres, il y a de nombreux témoignages. C'est des livres d'ailleurs très faciles à lire parce que vous les illustrez avec beaucoup de témoignages et dessins très sympathiques. Et on sent souvent que ces personnes sont atypiques, décalées,
en dehors des autres? Alors, c'est peut-être ça, un des critères les plus importants. C'est pas tellement de chercher à savoir si la sensibilité est finalement beaucoup plus forte que celle de la moyenne, mais toutes ces personnes-là se sentent effectivement atypiques. Elles ne se sentent pas correspondre à la masse de la société, elles se sentent mal dans les foules, elles sont pas très à l'aise en groupe, elles se sentent originales finalement et singulières, et c'est cette singularité qui est difficile à vivre dans un monde qui nous demande tout de même une espèce de conformité, d'imitation. Il y a un effet troupeau dans une société. Et donc c'est probablement le fait de se sentir différent qui fait qu'on peut être rejeté par les autres, ne pas apprécier tout ce que proposent les autres et vivre d'une façon un peu en marge. Et ça va créer une espèce de fragilité qui est difficile à vivre. Vous qui êtes psychanalyste, Saverio Tomasella, est-ce que toute personne ne se croit pas originale et différente des autres? Oui, vous avez raison de le dire, parce que effectivement, c'est une question que peut se poser toute personne, et peut-être même une aspiration que nous avons chacune et chacun d'être originaux. Alors, je n'ai pas la réponse, mais il se trouve que pour certaines personnes, cette question-là est extrêmement vive. Même si tout le monde se pose la question, et peut-être même tout le monde a envie d'être original, pour certaines personnes, la question va être extrêmement importante. Elle va avoir été source soit de souffrance, soit au contraire d'une réussite très différente, très particulière, ou d'une façon de vivre au monde qui est très spécifique. Et donc, ça va être un peu au cœur de leur questionnement existentiel. Alors, vous parliez des artistes en introduction. De très nombreux artistes sont des hypersensibles. Est-ce qu'on peut dire aussi que les personnes qui sont très douées, avec une intelligence entre guillemets supérieure, même si ce terme n'est pas très vrai, une intelligence différente, on va dire, est-ce que souvent ces personnes-là aussi sont des hypersensibles? Oui, le plus souvent, toutes les personnes à haut potentiel ou qu'on dit précoces, zèbres, etc., surdouées, sont des personnes qui sont extrêmement sensibles, donc ils font partie de toute cette grande famille des hypersensibles et des ultrasensibles qui correspond à un tiers à peu près de la population. Ce sont les derniers chiffres que nous avons autant en Europe qu'aux États-Unis. Et donc oui, toutes les personnes douées, quels que soient leurs dons, les dons ne sont pas forcément intellectuels. D'ailleurs, il peut y avoir des dons pratiques, manuels extraordinaires ou des dons sportifs. Toutes les personnes très douées sont généralement hypersensibles. Mais 30%, ça paraît énorme, non ? Alors oui, c'est vrai qu'au début, on en était à 20% quand j'ai commencé mes recherches. 1 sur 5, maintenant voilà. On est à 1 sur 4 1 sur 4 et on avoisinera, je pense, 1 sur 3, tout simplement parce que beaucoup de personnes se reconnaissent dans l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité alors qu'elles ne le faisaient pas avant. Ça, c'est grâce aux émissions de radio comme la vôtre ou à la presse, etc., qui fait connaître cette caractéristique. Et probablement aussi, comme le disait Christophe André, il disait que notre société est une société hyposensible qui nous demande de nous normaliser, d'être dans la performance, de gérer nos émotions, de ne pas exprimer trop ce que nous ressentons, c'est-à-dire d'être à minima. Et finalement, cette société hyposensible fabrique ou pousse à nous s'interroger sur notre sensibilité humaine et probablement à vouloir la défendre, ce qui est une très bonne chose. Y a-t-il plus de femmes que d'hommes ? Alors là, la parité est absolue. Il y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles ou ultrasensibles. La seule différence, c'est que la culture machiste, en tout cas celle dont nous avons hérité, n'engage pas les hommes à le dire, à le confier. Alors que les femmes, c'est plus difficile alors pour eux peut-être. C'est plus difficile à vivre et à dire pour un homme, alors que les femmes maintenant en parlent volontiers sans aucun problème. La culture, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a des pays où l'hypersensibilité est plus accueillie? Parce qu'on peut dire qu'en France, quelqu'un qui est hypersensible, souvent on dit il est susceptible, il nous agace. En fait, c'est plus une faiblesse. Alors, en France, la culture est particulière parce que c'est à la fois une culture qui est patriarcale et une culture extrêmement rationnelle, scientifique, avec des élites scientifiques qui donnent le ton. Ces élites étant masculines et généralement des gens peu sensibles, ils vont se moquer effectivement de la sensibilité en disant effectivement tu es susceptible, tu es trop sensible, tu es fleur bleue, tu es niais ou niaise, tu es mièvre, enfin tout le genre de choses qu'on peut dire à quelqu'un qui est plus sensible que soi, ou considérer que c'est une faiblesse. Ça arrive aussi dans certaines entreprises. Mais néanmoins, les choses ont beaucoup changé, je trouve, déjà avec le féminisme, puis avec la vulgarisation psychologique, où on parle beaucoup des émotions maintenant, on les valorise. Donc les choses sont en train de changer, y compris en France. Mais c'est vrai qu'il y a des sociétés beaucoup plus favorables à la sensibilité. L'Europe du Nord est beaucoup plus favorable à la sensibilité. Toute l'Asie. L'Inde, voilà, l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie, sont des pays qui sont extrêmement favorables à la sensibilité des hommes, des femmes, des enfants. Et l'Amérique latine. En Afrique, ça dépend des pays, ça dépend des histoires de ces pays, c'est varié, mais il y a aussi des cultures africaines qui acceptent vraiment bien
Et comment on le sent que c'est bien accepté dans ces pays-là? Alors moi, c'est par des enquêtes et des témoignages des personnes qui m'ont expliqué que dans leur pays, effectivement, leur sensibilité était bien accueillie. Parfois, ça dépend de communautés religieuses. Il y a des religions qui favorisent plus la sensibilité que d'autres. Lesquelles? Je pense que le christianisme et le judaïsme sont des religions qui favorisent la sensibilité ou l'expression de la sensibilité. Dans l'altruisme, entre autres? Dans l'altruisme, tout à fait, et dans l'accueil des limites humaines et des fragilités. Et les évangiles sont de très beaux récits extrêmement sensibles. Donc il y a des religions qui vont favoriser la sensibilité, d'autres non. Et puis des familles, des cultures familiales qui sont plus ou moins favorables. Nous parlons des hypersensibles. Alors, vous avez donné quelques définitions d'un hypersensible. Est-ce qu'il y a d'autres mots pour parler de l'hypersensible? Alors oui, déjà, c'est important de ne pas s'enfermer dans un mot parce que les personnes qui sont sensibles, justement, n'aiment pas les étiquettes, n'aiment pas les catégories, n'ont pas envie d'être dans un moule. Donc, ce mot a été proposé comme traduction de hautement sensible, highly sensitive, qui était le mot proposé par Hélène Aron aux États-Unis. Mais on peut le traduire autrement. On peut dire hautement sensible, avoir une sensibilité élevée, être très sensible. À mon avis, moi, ça suffit de dire je suis sensible ou je suis très sensible. Mais bon, certaines personnes se reconnaissent dans l'étiquette hypersensible. En revanche, j'ai été amené à parler d'ultrasensibilité pour 3 raisons. La première raison, c'est que souvent les personnes qui se disent hypersensibles sont tout le temps en train de râler et de dire qu'elles le vivent mal, alors que je connais énormément de personnes, et les sondages et les enquêtes que je fais le confirment, qui vivent bien leur sensibilité élevée. Donc j'ai eu envie de les appeler autrement et de les appeler les ultrasensibles. Et puis j'ai découvert, chemin faisant, que dans les personnes qui se disent hypersensibles, il y en a qui manquent vraiment d'empathie. Ça existe? Ça existe aussi. Donc on peut réclamer ou revendiquer une sensibilité très élevée qui peut être au niveau des sensations. Par exemple, je ne supporte pas le bruit, la lumière, les open space, etc. Mais des personnes qui vont en rester là et pas être capables pour l'instant de faire preuve d'empathie. Or, il y a aussi une catégorie de personnes, en tout cas un certain nombre de personnes très sensibles qui sont extrêmement empathiques et qui vont aller spontanément vers les autres pour les aider. Ça, ce sont les ultrasensibles. Et les ultrasensibles ont aussi énormément d'intuition. Vous avez parlé 2 fois de Hélène Aron. Vous pouvez dire un petit peu qui elle est? Hélène Aron est, après Jung et Marie-Louise von Franz, qui était l'assistante de Jung, la première à avoir vraiment parlé de sensibilité élevée. Donc c'est vrai que Freud en parle une fois, de façon très rapide. Jung parle de la sensibilité, d'un tempérament sensible. Après, Marie-Louise von Franz aussi va parler vraiment de la sensibilité élevée. Mais la personne qui a systématisé ses recherches autour de ce thème, c'est Hélène Aron, donc une américaine de Californie, qui a vraiment consacré sa carrière à ça, a écrit plusieurs livres sur le sujet et a mené des études sur le cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais on ne sait pas grand-chose donc. Alors, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que le cerveau des personnes hypersensibles, ou dans un moment d'hypersensibilité, va s'activer un peu différemment. Donc, le cerveau est le même, tout être humain a le même cerveau. Il y a eu comme ça des hypothèses qui circulaient sur le fait que certains auraient un cerveau droit plus développé, d'autres un cerveau gauche plus développé. Ça a été infirmé par des études scientifiques très sérieuses aux États-Unis. Nous avons effectivement 2 hémisphères cérébraux qui nous apportent des possibilités différentes au niveau de nos potentialités cognitives, mais personne n'est spécialisé dans un hémisphère plutôt qu'un autre. Nous utilisons ces 2 hémisphères en fonction de ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. En revanche, ce qui est différent, c'est l'activation de certaines zones dans le cerveau des personnes qui sont très sensibles, notamment les neurones miroirs, qui sont des neurones qui vont permettre l'empathie. Alors l'empathie, quand c'est possible, bien sûr, mais d'abord l'imitation, l'apprentissage, le fait de comprendre ce que fait l'autre. Il y a des degrés d'empathie qui sont pas encore vraiment de la compassion, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre en comprenant ce qu'il est en train de faire ou de dire. Ça ne veut pas dire que le cœur y participe. Donc effectivement, ce sont les neurones miroirs qui sont très actifs. L'insula, qui est un centre du cerveau, qui est le centre de la conscience de soi, notamment de tout ce qu'on ressent, qui va être effectivement très développé chez les personnes très sensibles. Et le centre de la douleur dont j'ai oublié le nom, qui s'active plus, c'est-à-dire que pour une sensation qui pourrait être anodine chez 70% de la population, chez les hypersensibles, cette zone de la douleur va s'activer plus, ce qui fait que les personnes très sensibles ne sont pas douillettes, elles ressentent plus la douleur. Alors, vous avez parlé de la conscience et vous écrivez que souvent les personnes hypersensibles et empathiques, peut-être avec les deux, ont une hyperconscience non seulement d'eux-mêmes mais de l'autre.
Alors oui, c'est une des pistes pour moi très intéressantes et très encourageantes de la sensibilité élevée, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont plus sensibles que la moyenne parce qu'elles sont plus conscientes que la moyenne. Elles se rendent plus compte du mal qui est fait aux autres, de l'irrespect, ou au contraire de ce qui est beau, de ce qui est doux, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Ce sont des personnes qui ont cette conscience de la vie réelle qu'elles sont en train de vivre avec les personnes qui les entourent, et ça les rend forcément plus sensibles. Elles sont souvent aussi, vous disiez, très intuitives, donc quelquefois, par exemple, elles peuvent repérer aussi ce qui ne va pas. Oui, alors ça, c'est une des difficultés avec laquelle on a besoin d'apprendre à vivre, c'est qu'en arrivant dans un lieu, on peut sentir que l'ambiance n'est pas très bonne, ou au contraire qu'elle est excellente. En allant dans un restaurant, je connais une personne qui ne peut pas s'asseoir à une table de restaurant si l'ambiance n'est pas bonne, alors que elle peut aller dans ce restaurant qu'elle aime beaucoup. Mais si ce jour-là, elle sent que l'ambiance n'est pas bonne, elle ne peut pas rester. Il y a des personnes en visitant des maisons qui ont des flashs concernant la mort de quelqu'un dans cette maison et après en demandant aux personnes qui ont fait visiter, oui, effectivement, telle personne est morte à tel endroit. Donc il y a toutes sortes d'intuitions, des intuitions aussi sur les intentions de l'autre. Il y a des personnes hypocrites qui nous font des sourires, mais on sent bien qu'elles ne sont pas amènes ou avenantes avec nous. Et on peut avoir vraiment une sensation de l'intention réelle de l'autre. En fait, on est dans une société qui ne favorise pas l'écoute de l'intuition. Mais je pense que tous les enfants naissent avec énormément de sensibilité et d'intuition et que, avant qu'on leur dise « tais-toi, tu ne dis pas que la vieille dame a une grosse verrue », les enfants disent ce qu'ils sentent dans une très grande spontanéité. Est-ce que justement, les ultra-sensibles n'ont pas un peu une âme d'enfant ? Alors, c'est une de mes hypothèses privilégiées qui effectivement ne correspond pas aux études très sérieuses faites aux États-Unis, mais je pense que pour une grande part, les personnes hautement sensibles sont restées des enfants comme Saint-Exupéry. C'est-à-dire que moi je pense que j'ai pas voulu devenir adulte, que le monde des grandes personnes ne m'a jamais intéressé et que je suis resté avec ma sensibilité d'enfant. Alors une certaine spontanéité aussi ? Oui, une certaine spontanéité, beaucoup d'enthousiasme, parfois de la naïveté, bon, ça fait partie du tableau, et je pense aussi beaucoup de cœur, de générosité, de bonté, d'envie que les choses se passent bien, de désir de convivialité. Mais aussi, il y a le pendant un petit peu agaçant aussi, un peu susceptible, un peu peut-être irritable, colérique. Oui, alors effectivement, du côté positif, je vais rajouter le jeu et la créativité. Du côté plus difficile, oui, la susceptibilité. Nous sommes plus facilement touchés par les critiques, les remarques, plus facilement découragés quand on nous demande quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous souhaitons ou ce que nous pensions. Mais souvent, c'est un temps d'ajustement. C'est pas une susceptibilité de caractère, c'est pas quelque chose de vraiment mauvais. Je pense que c'est un temps où nous avons besoin d'encaisser, de comprendre ce que l'autre nous a dit, pourquoi il nous l'a dit, comment nous pourrons faire mieux. Et après, ça va. Une fois qu'on a compris tout ça, ça va beaucoup mieux. Encaisser, parce que vous écrivez quelquefois, il y a comme des hémorragies psychiques. Alors oui, ça rejoint l'irritabilité. L'irritabilité, c'est pas une forme d'être colérique ou d'avoir mauvais caractère. C'est l'impression d'être sans filtre, de ne pas avoir de peau. Ou que la peau est à vif, c'est-à-dire que dès qu'on vous touche, c'est très fort et vous n'avez pas ce cuir qu'ont certaines autres personnes qui vous permet d'encaisser les coups sans problème. Donc oui, il y a besoin d'un temps pour comprendre ce qui se passe, que ce soit une sensation, une émotion ou une parole qu'on vous a dite. Alors vous proposez par exemple de se créer une bulle protectrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, en fait, ça vient de la sophrologie. En sophrologie ou même en hypnose, on utilise des images, des visualisations qui nous font du bien. Ou MDR aussi. Ou en EMDR, voilà, exactement, dans toutes ces thérapies-là, qui sont issues de l'école de Palo Alto. Et en fait, on essaye de remplacer quelque chose de difficile à vivre, le bruit dans l'open space par exemple, par une image, sensation, une vision qui nous aide. Cette vision, ça peut être un bon souvenir de vacances ou quand on était enfant, mais ça peut être aussi créer une bulle d'énergie et de lumière autour de soi. On imagine simplement qu'il y a de la lumière autour de soi dans la couleur qu'on veut et que cette couleur, que cette lumière nous protège. Et souvent, ça crée justement cet enveloppement qui manque tant aux personnes très sensibles. Enveloppement qui manque tant parce que elles se sentent touchées partout et pourtant souvent ces personnes au contraire, elles rayonnent. Oui, alors ça c'est quand ça va bien. La personne très sensible va être effectivement une personne rayonnante. Charismatique et pleine d'amour et de tendresse, de douceur, etc. De choses qui font du bien à tout le monde. Mais si elle est trop fatiguée ou si on est venu justement lui dire tu es niaise, tu es utopique, idéaliste, gnangnan, je sais pas encore... ou tu nous agaces. Eh ben ça a cet effet, comme les plantes ou les insectes, simplement cet effet de rétraction
qui va demander un certain temps avant que le rayonnement puisse recommencer. Et donc finalement, on pourrait dire que les personnes très sensibles, mais c'est pas un scoop, sont très vivantes. Très vivante. Alors, vous donnez un autre truc là pour calmer ses émotions. On a fait beaucoup d'émissions déjà dessus, mais c'est très intéressant. Une respiration un peu comme la cohérence cardiaque. On respire, on expire longtemps. De prendre 3 appuis. Par exemple, si on le faisait maintenant, alors on met quoi? Appui au sol? Oui, déjà la respiration, une respiration lente, mais aussi simplement souffler, comme on nous apprenait quand on était enfant, de bien souffler pour laisser l'air entrer. Déjà ça, de ralentir la respiration. Sinon, les appuis, c'est avant tout les pieds. Si on est assis ou debout, les 2 pieds bien posés par terre et qu'on sent la plante des pieds sur le sol, déjà rien que ça nous apaise, calme le mental et va relancer une respiration plus profonde. Et puis, si on est assis, je sens mes fesses et mes cuisses sur la chaise ou le fauteuil. Et je prends bien le temps de sentir d'un côté de l'autre, peut-être en mobilisant un peu mon bassin. Comme ça, je suis vivant, je suis mobile. Et puis après, je peux penser à mes mains posées sur mon bureau. Voilà, si j'ai besoin, je ferme les yeux. Très important. Vous disiez fermer les yeux, ça permet vraiment de se recharger. Oui, parce que c'est vrai que même si on ne le fait que 30 secondes ou 1 minute, on peut le faire plusieurs fois dans la journée. Nous sommes extrêmement sollicités dans nos civilisations par tout ce qui est visuel, et pas simplement parce que nous travaillons sur des écrans. Il y a énormément de signaux visuels tout le temps, depuis que nous nous réveillons, jusqu'à ce que nous fermions les yeux le soir. Donc fermer les yeux 30 secondes, ça permet de mettre vraiment le cerveau au repos. Et alors quand on sent une saturation émotionnelle, il vaut mieux aller se reposer? Oui, voilà, c'est la sagesse des personnes très sensibles ou des âmes sensibles. C'est de savoir que quand la saturation arrive, d'ailleurs dans le livre Ultra sensible au travail, je propose des repères pour évaluer son degré de saturation. Quand il y a l'approche de la saturation, c'est important de faire une pause. On va boire, on se lève, on bouge ses épaules, on ferme un peu les yeux ou carrément on va marcher un peu et on revient. Et quand on arrive chez soi, on peut prendre une douche. Oui, l'eau est extrêmement importante pour toutes les personnes très sensibles. L'eau sur le corps, l'eau à boire, des tisanes, de l'eau, tout ce qu'on veut, mais l'eau fait énormément de bien aux personnes très sensibles. Et vous parlez même d'huiles essentielles comme le safran? Il y a des plantes qui vont être très utiles aux personnes hypersensibles, la rhodiola, le safran, le griffonia, le bacopa, qui est moins connu mais qui est utilisé par les étudiants, toutes sortes de plantes qui adoucissent finalement la relation à soi-même, tout en nourrissant le cerveau sans le stimuler trop. Mais comment on s'en sert? Alors, ce sont des gélules qu'on achète dans des magasins bio ou en parapharmacie. Sinon, il y a des huiles essentielles, la mandarine, la clémentine, l'orange, la marjolaine, le petit grain, la lavande, qui sont des huiles essentielles qui font beaucoup de bien. On sent déjà les odeurs, toutes ces odeurs. C'est vrai que souvent les personnes hypersensibles, elles ont aussi un odorat développé. Très développé. Tout l'odorat, aussi la sensibilité des mains. Alors chez certaines toucher. personnes, ça va être les 5 sens, voire les 6 sens, celui de l'équilibre. Chez d'autres personnes, ça va être 1, 2 ou 3 sens plus particulièrement. Et il y a même des synesthésiques dans les hypersensibles et les ultrasensibles, c'est-à-dire comme les autistes alors. Oui, effectivement, c'est-à-dire en écoutant une musique, ils vont voir des couleurs, en calculant, ils vont voir soit des couleurs, soit des formes. Enfin, les sens se mélangent, c'est les correspondances de Baudelaire. On vient de parler des autistes, mais ça me fait penser aussi souvent aux personnes qui sont trisomiques ou aux personnes qui, psychiquement, quel que soit, sont fragiles. Elles ont souvent une hypersensibilité. Alors oui, c'est vrai. Les personnes trisomiques et les personnes qui ont des difficultés mentales sont souvent hypersensibles, c'est vrai. C'est valable pour l'autisme Asperger particulièrement, qui sont en fait très proches des hypersensibles. Il y a quelques différences peu importantes. Donc oui, tout ça fait une grande famille finalement de personnes très sensibles. Un grand merci, Saverio Tomasella. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux livres sur l'hypersensibilité. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour parler des amours des hypersensibles.